Souvent, on a l'impression que l'histoire, c'est juste une longue liste de dates et d'événements à apprendre par cœur. Mais si on voyait ça différemment, plutôt comme un film qui est tout le temps en train de se dérouler, eh bien, aujourd'hui, on va justement explorer un outil super puissant qui permet de voir ce film-là de plus près, pour vraiment faire la différence entre ce qui change et ce qui, au fond, reste pareil. On va parler de la méthode des changements et des continuités. Alors, voici le plan de match. D'abord, on va voir pourquoi l'histoire, c'est pas juste une liste. Ensuite, on va découvrir l'outil en question, puis sa méthode en 4 étapes. Après ça, on va se lancer dans un exemple concret avec la Nouvelle-France et on terminera en regardant pourquoi c'est une compétence qui est super utile, même aujourd'hui. Alright, on commence avec la première section, l'histoire. C'est bien plus qu'une simple liste. Il faut aller au-delà des dates et des noms. La question se pose, hein. Est-ce que l'histoire, c'est vraiment juste ça, une suite d'événements? On a tous un peu cette image-là en tête, une espèce de ligne du temps avec des points qui s'ajoutent un après l'autre. Mais le problème avec cette vision-là, c'est qu'elle est pas mal incomplète. En fait, elle nous fait passer à côté de l'essentiel, les vraies dynamiques, celles qui façonnent les sociétés en profondeur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que les sociétés humaines, c'est toujours un peu des deux. Elles se transforment, bien sûr, mais en même temps, elles gardent des éléments qui, eux, ne bougent pas. La vraie histoire, elle se trouve exactement là, dans ce mélange complexe entre la transformation et la permanence. On a des choses qui changent du tout au tout, et d'autres, que ce soit des structures, des mentalités, des habitudes, qui restent incroyablement stables à travers le temps. Bon, mais comment on fait pour analyser cette tension-là sans se mélanger? Heureusement, il y a un outil pour ça. Une sorte d'opération intellectuelle que les historiens utilisent pour vraiment décoder le tas. En gros, c'est une opération qui consiste à comparer méthodiquement 2 périodes. Le but, c'est d'identifier ce qui a évolué et ce qui est resté stable. L'important ici, c'est que ce n'est pas juste une impression vague du genre « Ah, ça a l'air d'avoir changé ». Non, non, c'est un processus qui se veut rigoureux pour identifier précisément ce qui bouge puis ce qui reste. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir où cette compétence-là se situe dans la boîte à outils de l'historien. Regardez bien le tableau. Ce n'est pas une opération de base, là. C'est considéré comme une opération avancée. Ça veut dire que pour arriver à bien comparer, il faut d'abord savoir faire les étapes d'avant, établir des faits, ça c'est la base, juste sortir l'info brute, et ensuite caractériser une réalité. C'est seulement après ça qu'on peut vraiment analyser l'évolution dans le temps. C'est comme monter une échelle, une marche à la fois. OK, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Comment on fait concrètement? Pour pas se perdre, il y a une méthode super claire, une sorte de recette en 4 étapes qui permettent de décortiquer tout ça. Le processus est super logique. D'abord, étape 1, on identifie l'objet. On décide exactement de quoi on va parler. Il faut être précis pour ne pas s'éparpiller. Étape 2, on établit les faits. Ici, c'est crucial. On sort l'info des documents sans l'interpréter. Juste les faits, bruts. Étape 3, là on entre dans le vif du sujet, on compare. On met les faits du 2 périodes côte à côte et on cherche les ressemblances, les différences. Et finalement, étape 4, on conclut. On dit clairement si c'est un changement ou une continuité et sur quel point précis. Et cette citation-là, elle résume l'idée à la perfection. Déterminer des changements ou des continuités ne relève pas d'une lecture impressionniste des documents, mais d'une démarche rigoureusement ciblée. En d'autres mots, ce n'est pas une question de feeling ou d'opinion. C'est une enquête, une démarche super rigoureuse qui doit s'appuyer sur des preuves. Bon, assez de théorie, c'est le temps de mettre cet outil-là en action. On va prendre un exemple bien concret tiré de l'histoire de la Nouvelle-France au 17e siècle. Alors, voici notre matériel de départ. On a 2 petits extraits de documents. Le premier nous parle de la situation dans les années 1640 et le deuxième, c'est pour les années 1660. La question qu'on nous pose, c'est de trouver un élément de continuité dans la façon dont la colonie était gérée à cette époque-là. OK, on suit notre méthode. Étape 1, identifier l'objet. Ici, c'est super clair. L'objet qu'on va comparer, c'est la gestion de la Nouvelle-France par les compagnies. On se concentre là-dessus, on ne s'éparpille pas. Maintenant, on passe aux étapes 2 et 3. On établit les faits et on les compare. Dans les années 1640, le document nous dit que la Compagnie des habitants ne s'occupe pas vraiment d'entretenir des soldats ou d'amener des colons. Le programme de défense et de peuplement, ça marche pas. Bon. Maintenant, on saute 20 ans plus tard, dans les années 1660. Le constat, la compagnie est jugée pas assez puissante pour faire exactement la même chose. C'est tellement pareil que le roi songe même à leur enlever la gestion. La ressemblance est assez frappante, non? Alors là, avec les faits mis côte à côte comme ça, la conclusion de l'étape 4 devient pas mal évidente. Hein? Il y a une continuité. Mais attention, il suffit pas de dire « c'est une continuité ». Il faut la formuler de façon précise. La continuité ici, c'est quoi? C'est l'incapacité persistante des compagnies à assurer la défense et le peuplement de la colonie. Le mot-clé, c'est
persistante. On ne dit pas juste « c'est pareil », on nomme exactement la chose qui dure dans le temps. OK, on pourrait se dire, c'est bien beau tout ça, mais c'est un outil pour les historiens. Mais en fait, pas du tout. Cette compétence-là, elle est incroyablement utile dans la vie de tous les jours. Pensez-y une seconde. Ça nous aide à analyser les discours des politiciens ou des médias. Ça nous aide à comprendre les transformations sociales qu'on vit en ce moment. Et surtout, ça nous permet d'identifier les structures profondes qui, elles, ne changent pas. Quand on entend quelqu'un parler de changement radical ou, à l'inverse, d'un retour aux vraies valeurs, cet outil nous donne une grille d'analyse pour se demander « Attends une minute, est-ce un vrai changement ou juste la même chanson avec des paroles différentes? » Parce qu'au final, c'est ça le but. Comprendre le passé pour être capable de mieux lire le présent. Apprendre à voir les changements et les continuités dans l'histoire, c'est comme s'entraîner à la gym, mais pour notre cerveau. Ça nous apprend à poser un regard plus profond, plus nuancé sur le monde qui nous entoure aujourd'hui. Alors, je t'amène avec cette question-là. Dans notre propre société, aujourd'hui, quels sont les changements qui sautent aux yeux, qui font les manchettes? Et à l'inverse, quelles sont les continuités qui sont presque invisibles? Ces courants de fond qui, sans faire de bruit, continuent de nous façonner. La réponse est rarement simple, c'est sûr, mais juste de se poser la question, ça, c'est déjà essentiel.